Alors pour cette vidéo, toujours dans le thème 1B, nous abordons le chapitre 3, la formation des chaînes de montagne. Alors pour votre livre, j'ai réuni moi en fait la fin du chapitre 6 et le chapitre 7. Donc les documents, vous les trouverez dans ces deux chapitres. La question que l'on va se poser, c'est comment expliquer la grande épaisseur de la croûte continentale dans une chaîne de montagne jusqu'à 70 km de profondeur pour le Moho dans l'Himalaya. Nous allons d'abord nous intéresser à la recherche d'indices sur la formation des reliefs qu'on appelle aussi l'orogénèse, je vous rappelle de l'année dernière. Nous allons partir à la recherche d'indices tectoniques, donc qui prouvent qu'il y a eu compression. On a ici à la page 130 un premier document qui nous montre une montagne. Dans cette montagne, les roches calcaires qui datent toutes du Crétacé ont été datées précisément, et on remarque que le Crétacé inférieur se trouve au-dessus du Crétacé supérieur qui s'est formé après. Ce qui veut dire que nous avons ici une nappe de charriage et qu'entre les deux, nous avons une faille inverse qui est la limite de chevauchement. Donc vous avez ici trois termes à définir: faille inverse, chevauchement, nappe de charriage, que vous trouvez à la page 130, mais aussi sur mon site. Alors ici dans les Pyrénées, on a une nappe de plus grande ampleur. On trouve des argiles du Silurien qui sont ici, surmontées par des calcaires beaucoup plus blancs du Dévonien, et enfin du Dévonien inférieur, et enfin ici des schistes plus sombres du Dévonien moyen. Donc si vous vous reportez à la dernière page de votre livre, l'échelle des temps géologiques, vous allez trouver que cette succession est normale, c'est-à-dire que le plus ancien est en dessous, le plus récent est au-dessus. Par contre, ce qui vient en dessous, ce sont des roches du Crétacé qui sont postérieures à tout cet ensemble. Donc ça veut dire que tout cet ensemble est venu recouvrir des roches plus récentes. Je vous invite à faire les petits schémas qui accompagnent ces images avec ces termes importants de plan de chevauchement, de nappe que vous trouvez ici. Alors on peut modéliser cela avec du sable ou avec du plâtre. Ici, nous avons trois couches séparées par des minces couches colorées. Et puis, on a poussé, donc réalisé une compression sur le modèle. On voit qu'il se forme des failles, mais aussi des plissements. Et ces failles sont donc des failles inverses, puisqu'elles provoquent le raccourcissement, le rapprochement des deux compartiments, et ça va venir créer des nappes qui vont se superposer les unes aux autres. En TP, vous aurez également à modéliser avec du plâtre cette fois cette évolution. Le début de la notion 14 nous dit que l'épaisseur de la croûte, vous voyez qu'ici elle est devenue beaucoup plus épaisse qu'au départ, résulte d'un épaississement lié à un raccourcissement et à un empilement de ces nappes. On en trouve des indices tectoniques que sont les plis, les failles inverses, les nappes et autre chose que l'on va voir ensuite. On a ici la chaîne de l'Himalaya dans ce document qui se trouve à la page 135 de votre livre. L'Himalaya est dû à la collision de l'Inde et de l'Asie. On y trouve des plis à une très grande échelle. On y trouve des chevauchements des nappes les unes par-dessus les autres.
On y trouve cette fois encore des roches sédimentaires, donc qui se sont formées dans un océan. Au niveau des images ici, on est au niveau du Pakistan. Dans cette vue d'ensemble, on voit ces reliefs, on voit des roches déformées, mais si on se rapproche, on a ici une boussole qui nous donne l'échelle, on voit également des plis à petite échelle, et ici, des failles qui se recoupent un petit peu en tous sens. On a un domaine qui est très, très contraint, très modifié, ce qui va nous amener à rechercher d'autres indices, que sont des indices minéralogiques. Alors, on revient ici à la page 132. Vous avez ici une roche qui montre une déformation dans sa structure, c'est un gneiss. Alors, un gneiss est dérivé d'un granit qui a subi des pressions, des contraintes importantes, de la compression. Si on le regarde au microscope, on retrouve cet alignement de minéraux qui fait qu'à l'œil nu, on voit déjà des lits sombres, des lits clairs, des lits sombres, des lits clairs. En fait, les minéraux, sous la contrainte, se positionnent en bandes plus ou moins parallèles qui alternent les micas et les quartz que vous connaissez du granit, ainsi que les feldspaths. Un minéral marqueur du métamorphisme, ici, c'est le dystène, observé ici en lumière polarisée non analysée. On voit qu'il se forme autour de ce dystène des espèces de petites baguettes, des cristaux de silimanite sous les contraintes. Ces deux minéraux ont la même formule et on va passer de l'un à l'autre suivant la pression. Ce que l'on voit dans ce diagramme qui nous donne la température et la profondeur ou la pression, puisque les deux sont directement liés. Vous aviez précédemment le dystène qui se transformait en silimanite. Eh bien, cela prouve que la roche a subi des modifications dans ce sens, donc que la température a augmenté au niveau de cette roche. On va pouvoir ainsi tracer des trajets pression-température. Quelquefois, c'est la pression qui est modifiée. Ici, c'est la température, grâce à des minéraux indicateurs, et notamment ces trois ici, dystène, andalosite, silimanite, que l'on retient comme un trio. Les contraintes de pression et de température vont parfois amener à la fusion, que l'on appelle anatexie, A-N-A-T-E-X-I-E, qui prolonge en fait le métamorphisme. On parle alors de granit d'anatexie. Ici, on a une migmatite, c'est-à-dire une roche qui possède différentes zones, des régions claires où on a quasiment la structure d'un granit et des régions plus sombres où se regroupent les minéraux contenant du fer et du magnésium, notamment la biotite ou mica noir. Donc ça aussi, c'est une roche qui est un marqueur de métamorphisme. Le document 3B de la page 133, je vous invite à le colorier comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire le recopier dans votre cours, puis le colorier, pour montrer qu'en fait on a différents domaines de stabilité des minéraux. On a ici le domaine de la silimanite que j'ai colorié en vert clair, ici le domaine de l'andalosite, ici le domaine du dystène,
du glaucophane qui est un minéral bleu, de la jadéite qui est un minéral vert et du grenat qui est un minéral rouge, donc j'ai pas choisi les couleurs au hasard. Et donc dans ces domaines 1, 2 et 3, on va observer ici du grenat, ici du distène, ici du grenat également. Là j'avais oublié, c'était grenat plus glaucophane. Donc à chaque trait, sous chaque trait, vous avez une association minéralogique ou un minéral marqueur. Alors ici, on revient dans l'Himalaya, la page 134. Vous avez ici un gneiss à grenat. Les grenats sont ces minéraux qui font comme des petites perles rougeâtres, ici ou encore ici, qui datent de 480 millions d'années, donc très ancien. Ici, un gneiss à distène, ce minéral bleuté, et on nous dit que dans ce gneiss coexistent également de la sillimanite et de la muscovite, donc on va pouvoir se placer dans le diagramme pour connaître les conditions qu'a subi la roche. Ce qui nous amène à la fin de la notion 14 et des indices pétrographiques, c'est-à-dire concernant l'observation des roches, leur composition. Ces indices sont le métamorphisme et éventuellement des traces de fusion partielle. La notion 15, les résultats conjugués des études tectoniques sur le terrain, les failles, les plis, les charriages, et minéralogiques, ce que l'on a vu en B, permettent de reconstituer un scénario de l'histoire de la chaîne. Dans un premier temps, on a eu un océan, on a des roches sédimentaires, on a des fossiles, on a des preuves d'océanisation, des marches massives, puis une subduction, et enfin une collision. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre attention.